L'état d'urgence a été décrété dès hier soir par François Hollande, alors même que la prise d'otages se poursuivait au Bataclan. Merci à tous d'être venus. Donc, je vais essayer de jongler entre deux cartes. Donc celle-là qui présente globalement le monde musulman, et puis celle-là qui présente plus précisément le lieu qu'on va évoquer. Donc je voudrais d'abord faire une sorte de présentation en introduction de ma réaction, et peut-être de beaucoup ici, en vivant les événements qu'on a vécus à la télévision. Et ma perplexité, trop souvent, devant le fait que les intervenants essayaient de nous présenter leurs paramètres d'analyse comme le principal, voire le seul qui comptait. Or, moi je pense que lorsqu'on dit ça, on dit des bêtises, on peut en distinguer au moins 4. Et ceux qui surjouaient l'importance du leur, à mon avis, ne voyaient pas le problème complètement correctement. Et d'autant que pour chaque paramètre, on pouvait là aussi avoir des explications exclusives, or il fallait, à mon avis, donc présenter cela de façon plus globale. Alors, je vais être plus concret. En fait, on peut, si on cherche les causes du problème, et d'ailleurs aussi les solutions, analyser tout ça sous 4 angles. L'angle géopolitique, donc sur lequel je reviendrai évidemment amplement. L'angle, je dirais, franco-français. Certains ont considéré qu'il y avait des causes françaises à chercher pour expliquer le phénomène. On pourrait essayer d'analyser l'islamisme en tant que tel et son rapport avec la religion musulmane, et voir, même si on est d'accord que les islamistes djihadistes concernent une très infime minorité des musulmans, s'interroger sur cette idéologie et sur la raison pour laquelle peut-être trop de musulmans donc basculent dans ce qui n'est plus leur religion, c'est-à-dire l'idéologie islamiste. Et puis il y a toute une série d'analyses à faire sur la sécurité. Est-on assez en sécurité? Doit-on changer la sécurité, l'améliorer? Et là aussi, on a eu pas mal d'analyses. Alors, moi, je vais me débarrasser très vite des 3 paramètres par lesquels j'ai terminé, pour me concentrer sur le premier. Sur la France, quoi dire, j'ai entendu M. Macron nous parler effectivement des causes françaises du problème. En gros, il faudra s'interroger un jour sur la raison pour laquelle notre système, qu'il soit scolaire, qu'il soit pénitentiaire, qu'il soit socio-économique, qu'il soit urbanistique, qu'il soit politique, économique, effectivement, eh bien, laisse trop de gens sortir avec les idées qui donc ont conduit aux événements que nous avons vécus. Vous avez peut-être tous entendu ces débats où il était question de Français qui se convertissaient à la religion musulmane. Alors selon les analystes et les sociologues, on a entre 1 tiers et 2 tiers des djihadistes qui vont là-bas, venus de France, qui sont présentés comme des fraîchement convertis. Et on voit bien que l'explication strictement musulmane ne suffit pas à justifier donc, ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas là en dire trop, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions à mener sur l'urbanisme, sur cette énorme banlieue qui est la banlieue parisienne autour d'une ville gigantissime, donc qui concentre 1 tiers de nos capacités économiques, qui est une ville qui n'a pas d'équivalent dans son rôle centralisateur dans l'histoire de l'Europe, donc ailleurs qu'en France. On a, bon, je l'ai dit, ces prisons qui sont des écoles, non seulement de la délinquance, et on a observé que pas mal d'anciens, enfin de futurs, pardon, djihadistes, eh bien, sont d'anciens donc délinquants, et que ce sont des réseaux donc, qui se développent dans les prisons. Donc il y a tout un débat à avoir là-dessus. Alors l'école, moi je suis assez attaché à la réflexion dessus parce que je pense qu'elle n'enseigne plus, on va dire ce qu'elle devrait enseigner, je dirais la langue, l'esprit critique. On dit les valeurs, la laïcité, mais c'est bien plus que ça, la culture. Et je pense que ces défauts que je repère concernent non seulement ceux qui vont devenir après apprentis, nihiliste, mais évidemment concerne tout le monde, a priori, et je crois qu'il est temps qu'on mène des réflexions là-dessus. Sur l'islamisme et son rapport avec l'islam, je serais tenté de vous dire pas mal de choses maintenant, mais je préfère le dire durant la conférence, puisque je pense que ça sera plus en situation. Et puis enfin, sur la sécurité, il y a des choses évidemment à dire. Étions-nous assez en sécurité? Grand débat. Vous avez compris que certains ont dit qu'on avait trop d'Europe pour notre sécurité. Bon, moi j'ai vécu les passages de la frontière franco-belge avant Schengen. Je peux vous assurer que le segment qu'on a vécu, c'est-à-dire 3 voitures qui se suivent, qui partent d'un quartier donc fondamentaliste, donc qui ajoute
aux causes de nos problèmes, la paupérisation de certains quartiers, celle d'un culturalisme religieux assez fort en Belgique par rapport à la France, il est assez difficile à éviter, dans l'absolu, qu'on ait Schengen ou pas. Alors, je serais même tenté de vous dire que si on avait plus de Schengen, peut-être que certains pays européens informés de la présence sur leur territoire, par exemple la Grèce et la Belgique, de candidats au djihadisme auraient peut-être davantage informé nos services. Bon, dans l'absolu, le risque zéro, à mon avis, n'existe pas. Donc, même si, évidemment, comme on pourrait le dire des médecins, on est obligé d'avoir une obligation de moyens. L'obligation de résultat, je pense qu'il faut être extrêmement modeste les uns et les autres. On n'y arrivera pas et le risque zéro, je crois, est impossible à obtenir. D'autant que si on sécurise davantage notre pays, ce qui est fait depuis en fait, les attentats de Charlie Hebdo, entre autres, se posera forcément à un moment le problème de la ligne rouge, de la liberté, donc moins ou carrément non respectée. Vous avez peut-être tous en tête le cas américain. Après le 11 septembre, ils ont mis en place le Patriot Act qui permettait aux Américains d'emprisonner sous, je dirais, la condition d'un soupçon n'importe qui, autant de temps qu'on voulait, sans avocat. Et je pense qu'ici, on ne sera pas d'accord sur la ligne rouge à accepter. J'ai vu que les sondages indiquaient que nous étions prêts à diminuer nos libertés pour plus de sécurité. Mais je pense que chacun, à un moment, aura forcément une ligne rouge. Et je pense qu'il faut être très prudent, et en tout cas y réfléchir en citoyen. Notre République, je crois, a un devoir de réflexion globale à l'État jusqu'où on veut aller pour réduire effectivement ces libertés au nom de plus de sécurité. Alors après, j'ai une réflexion peut-être à mener, peut-être qu'on en parlera après la conférence, sur les réseaux sociaux. On avait tous entendu que Daesh et avant Al-Qaïda jouissaient de ces moyens technologiques occidentaux pour finalement les retourner contre l'Occident, que les moyens soient de communication ou militaires. Or, évidemment, en gros, ce qu'on conclut, c'est que c'est grâce aux entreprises, ou à cause des entreprises occidentales, qu'ils peuvent communiquer entre eux et communiquer leurs messages jusqu'à nous. Et d'ailleurs, proposer des clips dans lesquels, à la fois, on va dire que les standards esthétiques sont des standards occidentaux, on a presque l'impression que c'est Hollywood qui travaille ceux qui font ces films, avec des effets spéciaux, donc, et tout en présentant finalement, je disais tout à l'heure, aux nihilistes, en recherche d'un sens nouveau à donner à leur vie, eh bien, quelque part, le rêve américain, finalement, quand on réfléchit, donc ce qu'on propose dans ces clips, c'est le portable dans une main, la Kalachnikov dans une autre, le 4x4 pas loin, la maison, donc, et la femme qui vous attend. Enfin, on voit très bien que ces gens-là sont recrutés sur des valeurs religieuses apparemment religieuses, on y reviendra, et alors que soit sont des fraîchement convertis, donc avec une faible culture, soit des musulmans qui connaissent mal leur religion, et se font avoir donc par ce prêt-à-penser rapidement diffusé, et par ailleurs, encore une fois, avec des canons esthétisants et des horizons sociaux qui ne sont pas différents de ceux qu'ils ont l'impression d'avoir ratés dans nos pays, quand ils veulent effectivement avoir une deuxième chance. Alors, sur la sécurité, on pourra en parler durant la question, il y a beaucoup à dire, mais je crois que c'est forcément plus complexe qu'on a l'impression rapidement. Alors, je vais me concentrer maintenant sur les aspects géopolitiques, parce que finalement, ma plus-value, elle est plutôt là. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur les plateaux, iTélé, BFM, plein de chaînes, du bon, du mauvais, peut-être que certains ici sont fatigués. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez avoir, peut-être que donc vous souhaiteriez avoir plus. Moi, je vais essayer de m'appliquer à être synthétique. Je pense que c'est le plus compliqué. Et je vais vous avouer qu'avant de venir, je me suis concentré pour savoir comment l'être le mieux. Et vous me direz à la fin si je suis à peu près arrivé. Alors, je vais commencer par cette première carte qui a l'avantage de présenter le monde musulman dans sa globalité. Alors, je vais rappeler à tout le monde qu'au départ, ça part de la péninsule arabique. Cela étant, avant, je vais me permettre de faire quelque chose que j'ai fait en cours, pour ceux qui m'ont déjà vu, mais je voudrais vraiment y revenir parce que je pense que ça peut avoir une vertu pédagogique. Moi, lorsque je présente mon cours, je vous dis que pour comprendre comment agissent les hommes, il faut avoir en tête qu'ils ont 5 paramètres d'action essentiels. Les hommes, en fait, sont obsédés par le pouvoir. Et vous pouvez analyser tous les événements qui se passent dans le monde à partir de ce critère-là. Qui a le pouvoir sur tel territoire et qui, dans un pays, ici ou là-bas, cherche à faire les choses pour le pouvoir de sa communauté, de son pays, de sa personne. Et on aura l'occasion de revenir sur les raisons d'agir liées au pouvoir. Vous avez des raisons liées à la religion.
On a des raisons d'agir liées à la religion dans l'histoire actuellement, et si je parle du Moyen-Orient, on verra la grande différence à faire entre les sunnites et les chiites. Si je le dis très vite, un sunnite c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de clergé entre Dieu et les hommes, aucun être humain ne peut se revendiquer représentant Dieu sur terre, alors que les chiites s'en autorisent un. C'est pas la seule différence, mais je crois que c'est la principale. Au niveau des cultures, il faut se rappeler que c'est évidemment le paramètre identitaire le plus important, je dirais des 5. Les peuples sont définis par des traditions, des langues, et pour la question qui va nous intéresser aujourd'hui, j'aimerais que vous ne confondiez pas les Kurdes avec les Arabes, avec les Perses, donc les Iraniens, avec les Turcs, on pourrait s'arrêter là, on pourrait ajouter d'autres peuples du Moyen-Orient, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres parce que leur tradition et par exemple leur langue ne sont même pas cousines à l'origine, à part les Kurdes et les Perses. Et c'est vraiment, je dirais, un facteur extrêmement important. Et puis les idéologies. Les gens veulent avoir le pouvoir pour parfois imposer aux autres des idées qu'on peut appeler politiques ou idéologiques. Donc, et pour la région qui va m'intéresser, les deux grandes idées qui s'opposent, c'est justement ce qu'on va appeler la laïcité, l'idée que le pouvoir politique doit être débarrassé, je dirais, d'une présence religieuse. Et l'autre grande idéologie, c'est l'islamisme, qui pense qu'il faut une religion au pouvoir. On y reviendra dans la conférence, mais c'est, je crois, une des grandes divisions. J'ajoute que lorsqu'on est laïque, on défend une république, alors que quand on est islamiste, eh bien, on bannit une république, en tant qu'idée d'ailleurs occidentalisante, et on verra les conséquences que ça a. Et puis enfin, évidemment, on peut avoir des conflits ou des raisons d'action locales, donc chez nous ou dans le monde, liées à l'appétit de ressources. Et dans cette région-là, vous l'avez compris, évidemment, surtout le pétrole. Alors, en permanence, sans toujours le dire, je vais jongler entre ces 5 paramètres, les raisons politiques liées au pouvoir d'agir, les raisons liées à la religion, les raisons liées à la culture ou aux cultures, les raisons liées à l'idéologie et à l'économie. Et je pense qu'intellectuellement, il faut savoir, même si parfois on a des groupes de paramètres réunis, il faut savoir dissocier donc ces 5 causes. Alors, je vais revenir à l'histoire que je m'apprêtais à commencer. Donc tout commence justement dans la culture arabe. Je disais tout à l'heure que sur la carte, il manquait peut-être le repère de ce qu'était le monde arabe. Là, on a le monde musulman dans les très grandes largeurs, qui va jusqu'à l'Indonésie, en fait aux Philippines, jusqu'au Maroc, Mauritanie, énorme monde musulman. Mais au départ, le monde musulman apparaît au 7e siècle, donc avec la descente du ciel, disent les musulmans, de la parole de Dieu, qui termine le cycle monothéiste commencé avec les Juifs et continue avec les chrétiens, d'après ce qu'ils pensent. Et les Arabes, je dirais, forts de cette nouvelle religion, vont l'exporter, et en l'exportant, vont s'étendre. Et le monde arabe aujourd'hui, on pourrait dire que c'est Soudan, en tout cas Nord-Soudan, Égypte, Libye, Algérie, Maroc, Mauritanie, à un moment ça a été Espagne, Portugal, et ils vont s'arrêter à Syrie, Irak et péninsule arabique. Donc le monde arabe, c'est Syrie, Irak, péninsule arabique, et tout ça jusqu'à Mauritanie. Le reste en vert, ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Ils ne parlent pas arabe, sauf exception. Donc au départ, on a effectivement l'expansion de l'islam avec le monde arabe, et très vite, à partir de 2 pays, et c'est important de le repérer dès le début, puisque ces 2 pays comptent par rapport à la question de Daesh. C'est la Syrie qui va se développer la première dynastie, on va dire, arabo-musulmane, dite Omeyyade. Donc c'est important, de 661, si on prend les dates à 750. Et on voit bien que Damas a été la première capitale du monde arabo-musulman, donc c'est important de le repérer. Et puis à partir de 750, eh bien, l'autre grand pays ou l'autre grande région du monde arabe qui prend le relais, je dirais avec une autre dynastie abbasside du monde arabo-musulman, eh bien, c'est l'Irak et la ville de Bagdad. Et on voit bien qu'on est là, par rapport à Daesh et ses prétentions, au cœur du monde musulman religieux et historique, et je dirais au cœur de l'expansion arabe, puisqu'elle a commencé par la Syrie et donc l'Irak. Ce qu'il faut maintenant ajouter, c'est que ce monde arabo-musulman, il a vécu dans l'histoire, je dirais presque 3 blessures narcissiques, extrêmement profondes. Je dirais que la première, c'est peut-être en 1258, lorsque les Mongols vont prendre Bagdad. C'est un traumatisme. Moi, je perçois dans Daesh des imitations aujourd'hui de ce que les Mongols ont imposé aux Arabes,
Mais il est clair qu'à l'époque, c'est un traumatisme, énorme traumatisme, surtout qu'il est prolongé par très vite l'arrivée d'un peuple assez proche des Mongols, donc qui va s'imposer à différents endroits et à différentes époques, qui est le peuple turc, mais qui globalement va s'imposer sur quasiment tout le monde arabe, sauf le Maroc, à partir du XVIe siècle. Deuxième énorme blessure, les Turcs ottomans, qui n'ont rien d'arabe, vont envahir un territoire gigantesque, qui intègre à un moment l'Algérie, tout le monde arabe, à part le Maroc. Et donc, ça veut dire la Syrie et l'Irak. Et je dirais qu'évidemment, la troisième blessure narcissique, c'est celle que l'Occident va imposer au monde arabo-musulman, puisque la colonisation, à partir du 19e, si je prends cette date-là, mais on pourrait en prendre d'autres, les Britanniques vont effectivement, si on parle de l'islam, menacer les musulmans indiens dès le 18e. Finalement, Napoléon est en Égypte dès fin 18e. Mais disons que globalement, nous envahissons donc les Arabes au 19e. Et si vous me suivez bien, à un moment au 19e, puis au 20e, il y a une sorte de compétition dans le monde arabe entre les Turcs, qui ont une grosse partie, mais qui va être grignotée progressivement par les Occidentaux, et ces Occidentaux. Et finalement, la Syrie et l'Irak vont être au point de rencontre de cette rivalité coloniale entre les Turcs et les Occidentaux, puisque en pleine guerre de 14-18, on va dire en 1916 en particulier, eh bien, nous allons, nous, les Anglais et les Britanniques, être en guerre avec les Ottomans à propos des territoires arabes qu'ils possèdent. La chose est assez simple, je crois, à comprendre. Il y a une rivalité de très long terme entre Européens, notamment Français, Britanniques et Ottomans, ce qui fait qu'à partir donc, de 1916, en secret, en pleine guerre de 14-18, eh bien, nous décidons, Français et Britanniques, de nous partager les possessions au Moyen-Orient de l'Empire ottoman en cas de victoire contre celui-ci après la guerre. Alors vous le savez, nous gagnons la guerre. L'Empire ottoman a commis l'erreur rétrospectivement de s'allier avec les Allemands. Nous l'affrontons et nous partageons effectivement ces possessions. Et tout ce que je vais dire, je synthétise à mort pour essayer de privilégier la compréhension. Bon, désolé pour ceux qui savent plus en détail. Mais disons que lors de ce partage, les Anglais prennent l'Irak et nous, on prend la Syrie. Et c'est assez simple à comprendre. Les deux pays dont on va parler jusqu'au bout là, sont partagés entre la Grande-Bretagne, qui prend l'Irak, et la France. Et là, on va tactiquement opérer de la même façon dans les deux cas. Si on va vite, dès les années... donc 1917, les Anglais sont en Irak. Nous, les Français, on est en Syrie en 1920. Il faut ce petit temps-là pour convertir en réalité l'accord donc de 1916, que je ne vais pas citer d'ailleurs, qui s'appelle l'accord Sykes-Picot. Et on opère donc un découpage du Moyen-Orient. Ces territoires-là, on les découpe. Vraiment en se disputant d'ailleurs pendant de longs mois entre Français et Britanniques. Et à l'arrivée, on fait en sorte que ces territoires soient des territoires difficiles à gérer par eux-mêmes, parce qu'on met à l'intérieur des peuples qui, par leur culture et leur religion, sont très différents les uns les autres. Et c'est assez impressionnant à constater. Se diviser pour mieux régner, on va le pratiquer avec application. Pour le dire vite, en Irak, on a 20% de Kurdes au nord, on a 20% d'Arabes sunnites au centre et à l'ouest, et on a au sud des Arabes chiites, qui sont 60%. Si on le redit plus lentement, 20% de Kurdes sunnites pour l'essentiel, 20% d'Arabes sunnites, 60% d'Arabes chiites. Et cet aspect ingouvernable est bien pratique pour les Britanniques, puisqu'ils peuvent jouer sur les divisions et diviser pour mieux régner. Nous, c'est pareil. En Syrie, on a 66% d'Arabes sunnites, si j'arrondis. On a des minorités comme 10% de Kurdes, on a 10% de chrétiens arabes, et on a 10% d'alaouites. Sur une autre carte que je ne vais pas refaire défiler, j'ai vu que les alaouites étaient placés comme chiites. C'est une erreur, en fait. C'est une sorte de version marginale de l'islam qui peut ressembler au chiisme, mais qui n'est pas vraiment chiite. L'erreur vient du fait que les alaouites accordent une importance religieuse à Ali, qui pour eux, entre autres, est l'incarnation de Dieu sur terre, ce qui pour tous les autres musulmans est un problème. Et Ali est un personnage important, une sorte de guide pour les chiites. Bon, l'importance dans les deux cas accordée à Ali fait que la confusion peut être tentée, mais je vous demande de vous en méfier. Certes, alaouites en Syrie et chiites en Irak
ont souvent été réprimés par les sunnites, ce qui les a mis finalement comme victimes et ça les a rapprochés, mais ils ne sont pas justement religieusement les mêmes. Et vous êtes en train de constater qu'on peut être différent religieusement, mais tactiquement avoir été oppressé par les mêmes et donc quelque part s'allier. Mais ça n'a rien à voir avec une proximité religieuse. On peut donc à la fois être différent religieusement et allié politiquement. C'est à peu près ce qui se passe entre alaouites syriens, effectivement, et chiites irakiens, et au-delà, chiites iraniens, on aura l'occasion d'y revenir. Donc les Français et les Britanniques, des années 20 aux années, on va dire, 40, eh bien, exercent une domination sur l'Irak pour les Britanniques et sur la Syrie pour les Français. Chose très intéressante. Dès lors que nous essayons de diriger avec une économie de moyens ces deux territoires, eh bien, on essaye de transformer en alliés, en fait, eh bien, les minorités donc, de ces territoires les plus tactiquement intéressantes. Alors, je vais le dire vite. Chose importante à noter, les Anglais favorisent dans l'armée irakienne, à la suite des Turcs, il faudrait le préciser, les Arabes sunnites, qui vont donc cultiver des positions d'avantage militaire alors que les chiites, eux, vont être marginalisés. Alors que nous, les Français, on favorise dans l'armée en Syrie eh bien, les chrétiens et les alaouites. Si bien qu'à l'arrivée, on voit des peuples minoritaires dans les deux endroits qui sont favorisés dans l'armée de ces deux endroits, si bien que ça leur donnera des leviers d'avantage dans le futur. Alors, je vais simplifier, mais dans des pays qui n'ont pas de tradition démocratique, lorsque des minorités ont un avantage militaire, eh bien, ça peut leur permettre d'arriver au pouvoir. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les deux minorités que je viens de décrire. Les Arabes sunnites en Irak, qui ont l'avantage de l'armée, vont se retrouver au pouvoir, donc, finalement, durant tout le XXe siècle, mais surtout à l'occasion de la prise de pouvoir en 1968, eh bien, d'un groupe de ces Arabes sunnites, archi-favorisés dans l'armée, qu'on appelle la famille de Saddam Hussein, si je le dis vite, qui prend le pouvoir en 68. Chose intéressante, parce que là j'ai choisi le parti pris pédagogique de vous raconter l'histoire des pays en même temps, eh bien on a exactement la même évolution en Syrie 2 ans après, en 70. Vous avez la communauté alaouite surdominant l'armée syrienne qui, par le biais d'un clan, d'une famille, qui là s'appelle Al-Assad, eh bien, arrive au pouvoir. Alors, chose intéressante, je répète, c'est donc l'armée dans les deux cas qui prend le pouvoir. Dans les deux cas, ce sont les minorités favorisées par les colonisateurs avant, les Arabes sunnites en Irak, les Alaouites en Syrie, et c'est un clan, une famille qui prend le pouvoir, celle de Saddam Hussein en Irak, celle de Hafez el-Assad à l'époque, le père de l'actuel, et plus tard, Bachar el-Assad en Syrie. J'ajoute une dernière chose, c'est que ces deux pouvoirs appartiennent à un parti politique qu'on appelle le parti Baas, dans les deux cas, qui est un parti politique laïque, nationaliste, ça veut dire anti tout ce qu'ils ne sont pas, je veux dire anti-kurdes, anti-occidentaux, anti-israéliens, anti-perses. Ils sont nationalistes arabes, dans le cas irakien et dans le cas syrien. Et je précise une chose importante, c'est que les Arabes que je viens de vous décrire comme ayant subi la colonisation occidentale depuis le XIXe siècle ont longtemps favorisé, pour un jour rattraper l'Occident, eh bien, les propres recettes de l'Occident. C'est une chose importante à noter, c'est que l'analyse qui a été faite au XXe siècle, notamment en Égypte, mais en fait pas seulement, c'est le cas en Algérie, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Irak, c'est le cas en Syrie, c'est que si on voulait un jour vaincre l'Occident, il fallait être capable de lui reprendre ses recettes. D'où le fait que vous ne devez pas considérer comme une contradiction le fait que ces pouvoirs anti-occidentaux sur le plan politique du pouvoir, eh bien sur le plan idéologique, ont imité les Occidentaux. Alors partiellement parce qu'évidemment, ils prennent à l'Occident la laïcité, mais pas la démocratie. Ils mettent en place des dictatures, effectivement, mais avec laïcité. Je vous dis parce que, pour comprendre la suite, il faut vraiment avoir en tête qu'à partir de 68-70, et en fait un peu avant, mais là j'ai choisi de simplifier, eh bien l'Irak et la Syrie sont des républiques laïques,
peut-être pas démocratique, mais république laïque, qui ne considèrent pas que la religion est un paramètre important pour leur avenir politique. En cela, ils imitent l'Occident, comme Nasser l'a fait en Égypte à partir de 1952. Et pour le dire autrement, ça veut dire que sur les campus, en Irak, en Syrie et en Égypte, à l'époque, les filles ne sont pas voilées. On a là un rapport à la laïcité qui nous étonnerait par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'ai dit qu'ils étaient nationalistes en Irak et en Syrie. Ça veut dire que, par exemple, en Irak, eh bien, on nationalise le pétrole en 1972. Et ça veut dire qu'on est très anti-américain. Ça veut dire qu'on est soutenu par les soviétiques. Et si je parle un temps spécifiquement de l'Irak, eh bien, je rappellerai que le fameux Saddam Hussein, eh bien, en tant qu'individu, arrive au pouvoir en 1979, quand il met à la retraite son cousin, qui avait le pouvoir à la tête du pays depuis 1968. Bon, en 1979, ça devient le grand chef, il est de la même famille, de sa famille, on va dire, parce que je l'ai appelé comme ça tout à l'heure, la famille Saddam Hussein, et voilà qu'on a Saddam Hussein qui dirige son pays à partir de 1919 en dictateur, mais laïque. Alors, à partir de 80, on va avoir un conflit avec le pays voisin. Alors, c'est important d'en dire deux mots parce que le pays voisin, depuis 1979, eh bien, est devenu la première république islamiste, je dirais, au XXe siècle dans le monde musulman, c'est-à-dire le premier pays musulman dirigé par des religieux. C'est une révolution énormissime parce que jusqu'alors, le monde musulman, même si je vous dirai d'autres choses tout à l'heure, est sorti de la colonisation avec l'idée d'imiter l'Occident pour sa plus grande part. Seulement là, il y a une exception. L'Iran est le premier, en tout cas, à ce point impressionnant dans l'histoire, on va dire, effective. C'est le premier pays musulman, certes chiite, qui dit aux autres « la fuite en avant imitatrice de l'Occident est une erreur. Il faut retourner aux sources de ce qu'on est, c'est-à-dire la religion. » Et ils mettent au pouvoir, à partir de 1979, donc le fameux Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire un dirigeant religieux, faisant de l'Iran pays chiite, un pays islamiste avec des religieux chiites au pouvoir. Et pourquoi Saddam Hussein en a peur? Il en a peur parce que si vous avez le bon souvenir, eh bien, la majorité des Irakiens est chiite. Et en clair, il a peur que son régime laïque soit menacé par des chiites qui seraient tentés d'imiter la révolution voisine. Et il a peur, en tant que sunnite, eh bien, que ces chiites lui prennent son pouvoir. Et donc, il va être tenté en 80 par une guerre préventive qui consiste à aller en Iran pour tuer dans l'œuf ce risque de débordement de la révolution iranienne dans son pays. Alors évidemment, l'autre raison qu'il a d'envahir l'Iran, c'est qu'il y a du pétrole. Là, on passe à la cause économique classique. Et que avoir l'Iran, c'est avoir du pétrole, aussi un accès à la mer plus large qu'il a, parce que si vous remarquez bien son territoire, l'accès à la mer marécageux est un peu dévoré par le Koweït, qui l'empêche d'avoir l'accès au golfe arabo-persique facile. Alors, cette guerre, elle est importante parce qu'il s'épuise, littéralement, c'est une guerre pour rien, 1 million de morts, donc à la fin, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et surtout, à la fin, il est tellement ruiné qu'il se dit qu'il faut urgemment envahir un pays qui est donc rempli de dollars et de pétrole, 10% du pétrole mondial, qui est le Koweït. Alors on est maintenant, après cette guerre contre l'Iran, en 88, et en 90, dans la nuit du 2 ou 3 août, voilà que Saddam Hussein envahit le Koweït avec l'idée de prendre un territoire qui est riche en pétrole. Et avec le Koweït, l'autre idée, c'est de se développer justement l'accès à la mer, qu'il n'a pas réussi à obtenir, donc par l'Iran. Et voilà qu'il envahit le Koweït, c'est facile, c'est un petit pays, sauf qu'il a commis l'erreur de penser que l'Amérique allait le laisser faire. Il se trouve que les Américains avaient, durant la guerre contre l'Iran, changé d'avis sur l'Irak. Ça restait à leurs yeux un pays insupportable de nationalisme. Mais face au danger que représentait le fondamentalisme islamiste chiite iranien, les Américains avaient choisi un moindre mal par rapport à un pire à leurs yeux, donc puisque les Iraniens avaient baptisé l'Amérique un grand Satan du monde. Sauf que dès lors que la guerre est terminée, les Américains sont conscients que l'Irak et le nationalisme de Saddam Hussein est dangereux,
alors qu'ils s'apprêtent, après la fin de la guerre froide, à établir un nouvel ordre mondial géopolitique, dominé par eux exclusivement. Il est hors de question d'accepter qu'un tyran local déstabilise leurs prétentions donc, de domination mondiale, d'autant que par rapport à ces dominations, il est temps de montrer à la Chine et à la Russie qui est le plus fort. Et l'avantage de la guerre du Golfe, comme on va l'appeler, la guerre contre Saddam Hussein, réalisée par l'Amérique, au nom de l'ONU, et pas que l'Amérique, parce qu'à ce moment-là, on est avec eux, eh bien, c'est de montrer à la Chine et à la Russie que seuls les Américains sont capables de gagner une guerre aussi facilement et aussi loin de leur territoire. Alors, je vais vite, cette guerre du Golfe a lieu début 91, les Américains écrasent l'Irak, mais laissent Saddam Hussein au pouvoir. L'idée étant que s'il est au pouvoir, au moins il va stabiliser la sous-région, éviter un chaos en Irak entre les communautés, et éviter que l'Iran, éventuellement, en profite. Donc on a, à partir de 91, une présence, donc, autour de l'Irak, de l'Amérique qui contrôle Saddam Hussein, qui est maintenu, donc, au pouvoir. On l'oblige à détruire ses armes de destruction massive. Puis, en 2001, George Bush, fils, arrive au pouvoir. Et là, vous savez qu'il va lui revenir l'idée de faire une guerre à l'Irak, mais qui de loin semble beaucoup moins justifiée que celle de 91. Puisque là, il a attaqué personne, il n'a plus d'armes de destruction massive, donc on sent bien que c'est pour des raisons pétrolières. Alors où est le problème? En fait, depuis 90, le pétrole irakien n'a plus le droit de sortir, ou presque pas sortir d'Irak. Or, au moment où la demande de pétrole est forte, le pétrole irakien manque sur le marché international, et l'Amérique a besoin de normaliser ses relations économiques avec l'Irak, mais pas avec un adversaire de l'Amérique au pouvoir. Donc le préalable pour consommer ce pétrole tranquillement, et ça serait mieux que des entreprises américaines, eh bien, c'est de renverser Saddam. Et c'est ce qui se passe donc en 2003, lorsque George Bush a le prétexte idéal pour intervenir, 2 ans après le 11 septembre. Il lui suffira de faire un lien entre le 11 septembre et Saddam Hussein, sans preuve, d'accuser l'Irak d'avoir des armes qu'on n'a jamais trouvées par ailleurs, pour justifier, entre autres, la guerre de 2003, qui est la guerre de votre génération. Je pense que vous êtes quasiment nés avec, même si parfois elle est difficile à comprendre. Bon, alors, j'ai essayé de faire ça rapidement et globalement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Daesh. Et je vais me permettre quand même d'utiliser le tableau pour que les choses soient plus faciles à comprendre. Bon, même si c'est pas terrible, mais là maintenant vous avez les vraies cartes, et peut-être que maintenant je peux passer la carte de l'Irak. Alors, dès lors que l'Amérique fait la guerre en 2003, il est clair qu'ils ont dans la région 2 alliés. Le premier allié naturel de l'Amérique sur lequel elle va s'appuyer, c'est le monde kurde. Alors, il faut préciser que par une zone d'exclusion aérienne, l'Amérique avait interdit à Saddam Hussein d'aller voir ce qui se passe chez les Kurdes depuis 1991, si bien que les Kurdes d'Irak étaient quasiment en autonomie depuis le début 90. Dès lors que les Américains interviennent en 2003, eh bien, ils vont s'appuyer encore plus sur eux, et vous savez que ça dure aujourd'hui encore. Donc les Américains comme premier allié, les Kurdes. Et puis, évidemment, ça justifie leur intervention, ils s'appuient sur les chiites, qui sont majoritaires en nombre, 60%. Ils auront beau jeu de dire, nous, en Irak, eh bien, on met la majorité au pouvoir, donc, c'est une autre raison d'ailleurs justifiant l'intervention. On est en Irak pour, finalement, bien avant le printemps arabe, permettre aux Arabes de vivre en démocratie. C'est ça la justification. Et dès lors, eh bien, l'Irak sera dirigé par des chiites, nourris al-Maliki longtemps sera, on va dire, l'allié sur place, certes difficile, mais l'allié des Américains. Alors, si on dit que les alliés américains sont les Kurdes et les chiites, on suggère que leurs ennemis seront les Arabes sunnites, ceux du centre et ceux de l'ouest. Et il est clair au départ que les ennemis de l'Amérique sont ceux qu'elle a affrontés en faisant la guerre, c'est-à-dire ceux que j'ai pris le temps de vous présenter tout à l'heure, ceux qui sont du parti basse, donc ceux qui défendent la laïcité, et ceux qui défendent une sorte de république nationaliste. Au départ, leurs ennemis, c'est Saddam, puis après les partisans de Saddam,
La grande erreur américaine étant de ne pas tendre la main aux sunnites et de globalement les inciter à s'engager dans la résistance. Je pense que tactiquement, il aurait été plus malin de les recycler, de les réinsérer, notamment les 400 000 militaires du Parti Baas qui sont lâchés en pleine nature avec leurs armes, qui vont se jeter dans la résistance, effectivement, je dirais, avec leurs valeurs laïques, avec leur nationalisme, hein, bon, avec tout ce que je vous ai dit, quelque part, hein, on a le prolongement de ce qui a été indiqué tout à l'heure. Voilà des gens qui ont voulu imiter l'Occident, certes, donc sans démocratie, pour mieux le combattre. Et quelque part, c'est une des dernières guerres de genre qu'on vit donc, dans l'histoire du Moyen-Orient. Parce que, à mesure que la guerre va continuer, eh bien, on va voir les Arabes sunnites, qui en fait sont les vrais adversaires de l'Amérique, eh bien, se radicaliser et devenir de moins en moins laïques et de plus en plus islamistes. Et c'est là le tournant évidemment essentiel de tout ce qui va suivre, c'est que globalement, alors que jusqu'à présent on peut dire que très longtemps les forces de résistance anti-occidentales du monde musulman qui ont dominé étaient des forces laïques, républicaines, qu'on peut qualifier de modernes d'après nos critères, eh bien on va voir, même en Irak, c'est-à-dire l'un des cœurs de cette laïcité, eh bien, émerger une force islamiste. C'est-à-dire souhaitant, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'Iran, non pas imiter l'Occident dans une fuite en avant modernisatrice, mais revenir aux sources du passé musulman. Parce que c'était par un retour à l'identité originelle qu'on allait effectivement trouver une solution pour arrêter d'être aliéné, étranger à soi-même, et effectivement pour mieux vaincre l'Occident, donc en lui opposant ses valeurs. Or évidemment, je suis en train de vous suggérer que ce que je suis en train de raconter sur l'Irak, et on va prolonger ça avec la Syrie, a une histoire. J'aurais pu pédagogiquement vous indiquer cette histoire avant, mais j'ai trouvé là intéressant de le faire maintenant. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'il y a eu colonisation occidentale, la première réaction qu'ont eue les musulmans pour vous vaincre, ou rattraper, ou prendre leur revanche sur l'Occident, c'est de les imiter. Mais évidemment, il y a eu depuis le début de cette histoire des musulmans qui ont considéré dès le départ que la seule solution était donc justement le retour aux sources. Alors au début, ce n'est pas majoritaire, c'est pour ça que dans l'histoire, ça n'apparaît pas comme important. Mais si on cherche un point de départ, on dira qu'en 1928, alors que l'Égypte est placée sous domination britannique, eh bien, apparaît un mouvement qu'on appelle les Frères musulmans. Et c'est peut-être le premier mouvement qu'on peut repérer dans le monde arabe qui dit « Maintenant, il faut réislamiser la société musulmane, d'abord égyptienne et tous les musulmans, faire en sorte qu'on applique non pas un islam évolutif, jurisprudentiel, un, parce qu'il aurait lui-même évolué dans son histoire, deux, parce qu'il aurait imité l'Occident, mais il faut revenir à un islam des origines, pur et dur, que souvent on résume par le mot charia. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de salafisme juridique. Salaf, glorieux ancêtre, hein, on voudrait revenir à une sorte d'islam premier, donc appliquant une loi musulmane première, hein, que là, donc pour aller vite, je vais appeler charia. Et disons que ces régimes laïques, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui eux au contraire voulaient défendre la République, la laïcité, se sont sentis directement menacés par ce type de volonté de revenir en arrière, et notamment Nasser, dans l'histoire des frères musulmans, eh bien, il les a emprisonnés. Et c'est dans les prisons de Nasser notamment que ces frères musulmans vont se radicaliser. Et progressivement, ils vont ajouter à leur volonté de charianiser, à leur volonté d'instaurer un salafisme juridique, ils vont passer progressivement dans les années 50-60 à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'ils vont revendiquer, en plus de cela, eh bien, la religion au pouvoir. Et effectivement, c'est l'émergence de ce qu'on peut appeler l'islamisme, c'est-à-dire la transformation en idéologie de la religion musulmane, qui pense que, en clair, eh bien, il faut qu'à la tête des pays musulmans, non seulement il y ait un droit inspiré par l'islam du début, la charia, c'est-à-dire les aspects juridiques du Coran et de la Sunna, hein, qui compilent ce qu'a dit et fait le prophète durant sa vie, mais en plus, il faut que le pouvoir soit détenu par les religieux ou non de la religion. Et je dirais qu'il y a un troisième étage de la fusée, avec l'idée que tout cela, à un moment, on peut le faire par la violence. On peut le mettre en place par la violence, c'est ce qu'on va appeler le djihadisme. Donc je dirais qu'il y a trois étapes de radicalisation du monde musulman.
ceux qui veulent une charia juridique, donc on va dire appliquant l'origine, refusant l'évolution. 2, des gens qui veulent ça, mais en plus la religion au pouvoir. Et 3, des gens qui sont prêts pour obtenir l'un et l'autre à utiliser la plus grande des violences, éventuellement suicidaire, dans certains cas, ce qu'on appelle le djihadisme. Et cela s'est largement développé dans l'histoire égyptienne, mais aussi, donc, à partir d'un moment, dans un pays qui, à mon avis, compte dans l'histoire, qui est l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est en 79 envahi par les soviétiques, et dans la logique islamiste, on va dire, voilà un pays européen de trop, qui envahit un pays musulman de plus, ça fait écho à la colonisation. Or, à partir de 1919, vous avez toute une série de djihadistes venant de tout le monde musulman, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, dont Ben Laden, qui vont aller s'engager comme des mercenaires en Afghanistan contre les soviétiques. Et c'est là qu'ils vont développer des réseaux, des techniques de guerre, donc des réseaux de financement, des réseaux de combattants. Et vous le savez, j'imagine certains, c'est là que va être créé en 1988 Al-Qaïda. L'idée étant que les soviétiques vont être vaincus, qu'on a accumulé une expérience que l'on doit utiliser dans le reste du monde musulman pour un jour, à l'échelle de tout le monde musulman, c'est-à-dire ça, créer effectivement un seul État de l'Indonésie au Maroc avec un seul dirigeant religieux à sa tête. Et en fait, c'est ça l'État islamique. C'est ça l'horizon de l'État islamique qui était déjà l'horizon d'Al-Qaïda à partir de 88. Seulement, c'est une autre époque. Après le retrait soviétique en 89, le fondateur, avec des Égyptiens surtout, de la mouvance des frères musulmans, et vous voyez bien que Al-Qaïda est vraiment l'héritier des frères musulmans que je viens de vous présenter, eh bien, s'est développé en Arabie Saoudite, mais au départ, largement de façon virtuelle. Et ça va être un grand handicap par rapport à la suite. Daesh est né, ou plutôt a grandi sur la critique des limites d'Al-Qaïda, qui certes est le premier qui développe le projet de façon aussi ambitieuse, mais au départ, ça n'est que virtuel, ça n'est fondé que sur l'existence dans les médias, CNN notamment, plus tard Internet. Évidemment, dans ces télévisions et sur Internet, l'idée c'est de faire des attentats les plus spectaculaires possibles, comme le 11 septembre 2001. Le problème aussi d'Al-Qaïda, c'est que dès lors qu'ils ont provoqué l'Amérique va être contre eux, et que très vite, on peut dire que le centre de ce djihadisme international va imploser, tellement on peut imaginer que Ben Laden et ses assistants vont essayer de fuir le plus possible cette répression, et ça signifiera qu'ils seront moins actifs pour éventuellement être capables de résister à celle-ci, et en tout cas diffuser le djihadisme tel qu'il en avait l'intention au départ. En tout cas, il est clair que c'est le premier étage de la fusée, donc, qui va, en gros, être prolongé par Daesh. Alors maintenant que j'ai fait cette parenthèse sur Al-Qaïda, je vais revenir, si ça ne vous dérange pas, à l'Irak. Pardon. En fait, j'étais donc en train de vous dire que à partir de 2004, eh bien, les Irakiens qui jusqu'alors dans la résistance étaient laïcs et sur une posture de résistance imitant l'Occident, eh bien, dans l'espace arabe sunnite, vont commencer à se radicaliser. Je veux dire, alors que l'islamisme n'existe pas historiquement en Irak, ils vont se mettre à devenir islamistes. Et on peut imaginer que dans une même famille, au départ, un grand frère baassiste combat au nom de la République et qu'un petit frère se radicalise. Seulement, au départ, ces islamistes irakiens vont être chapeautés justement par Al-Qaïda. Or, Al-Qaïda, effectivement, au départ, va profiter de la guerre américaine en Irak pour passer en Irak. Passer la frontière et encadrer ces islamistes irakiens. Et au départ, c'est intéressant, qui c'est qui donc dirige l'islamisme en Irak? C'est Al-Qaïda. C'est d'ailleurs en particulier depuis 2004 un Jordanien, Abu Musab al-Zarqawi. Donc c'est même pas un Irakien, c'est vraiment un membre d'Al-Qaïda. Chose intéressante d'ailleurs, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de glisser comme information, c'est que c'est la Syrie qui surtout laisse passer les djihadistes. Pourquoi un régime lui-même baassiste, lui-même laïque, lui-même républicain depuis 70, laisse passer
les troupes d'Al-Qaïda alors qu'il est idéologiquement contre elles, puisqu'ils sont islamistes. Il les laisse passer tactiquement. On revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. On peut être divergent idéologiquement, c'est-à-dire baassiste contre laïque, et avoir un intérêt politique. C'est du cynisme, on appelle ça de la réelle politique, mais c'est si fréquent. L'Occident, donc le monde arabe, le monde musulman, ce genre de choses est possible, et donc c'est pas étonnant de voir qu'un pays baassiste, laïque, républicain, laisse passer sur son territoire des islamistes pour être sûr que l'Amérique soit enlisée en Irak le plus longtemps possible. L'idée étant que les Syriens craignent qu'après l'Irak, la Syrie soit au programme de l'agressivité à l'époque de George Bush. Et là, en laissant passer les islamistes d'Al-Qaïda, eh bien, on a l'occasion d'enliser les Américains. Vous avez compris que plus récemment, il s'est passé la même chose, hein, lorsque Bachar al-Assad a relâché de ses prisons des islamistes. C'est pour que Daesh grossisse et que l'Occident arrête de lui chercher des problèmes à lui et s'intéresse à Daesh. Hein, la rumeur insistante court sur le fait que Palmyre a été pris par Daesh parce que Bachar al-Assad avait intérêt à ce que cette prise symbolique mette en colère l'Occident contre Daesh et donc moins contre lui. On voit bien que tactiquement, des choses comme ça peuvent se passer. Bon, l'OTAN donc, l'islamisme en Irak est chapeauté par Al-Qaïda, sauf que Abu Musab al-Zarqawi, le Jordanien, il est tué par les Américains en 2006. Et là, on va assister progressivement à une sorte d'irakisation de l'islamisme irakien. En clair, une irakisation. C'est quoi l'adversaire, hein? Peut-être qu'il faut que je le rappelle, de cet islamisme irakien qui s'irakise, c'est l'Amérique, en tant que pays occidental, chrétien, impie, etc., qui envahit l'Irak. Mais c'est très vite aussi les alliés des Américains, les chiites, que les islamistes sunnites prennent pour effectivement, on va dire, des gens pires que les chrétiens, parce qu'au moins un chrétien ne se prend pas pour un musulman, alors qu'un chiite à leurs yeux qui n'est pas un musulman, eh bien, se prend pour ça. Et c'est un des pires péchés imaginables, et ça mérite souvent la mort. Donc, on a là une irakisation, et pour le dire vite, vous allez lire, vous avez lu ou vu des documentaires sur le sujet, plein de noms pour désigner, je vais là aller à l'essentiel. En fait, même s'il prendra dans son histoire plusieurs noms, l'État islamique est créé en 2006. En fait, par des Irakiens qui ont été largement influencés par Al-Qaïda, canal historique et son action en Irak, qui sont radicalisés souvent dans les prisons américaines, et peut-être que vous avez déjà entendu parler de son chef actuel, depuis 2010, Abu Bakr al-Baghdadi, et je prononce à la façon française, qui, en gros, était le plus malin de tous, le plus théologien, qui avait été arrêté par les Américains pour des raisons anodines par rapport à d'autres, et qui a pu sortir très vite, mais qui a profité de son emprisonnement pour fabriquer des réseaux et continuer à les faire progresser. Mais au départ, il faut bien avoir en tête que l'État islamique n'est qu'un petit groupuscule par rapport à tant d'autres. Il y a en Irak et en Syrie plus tard, c'est même pas des dizaines, des centaines de groupes islamistes, en concurrence les uns avec les autres. Et c'est là qu'on va la voir, la composante politique, chacun dirigé par un leader, chacun ayant ses ambitions, et je dirais chacun ayant sa petite nuance interprétative, donc sa petite nuance tactique, et donc chacun étant contre les Américains, contre les chiites, mais en même temps contre le voisin. Et voilà que cet État islamique, peut-être parce qu'il est le plus organisé, peut-être parce qu'il est le plus malin, peut-être parce qu'il a de la chance, évidemment, tout ça doit intervenir, mais il va grandir, au départ de façon presque invisible, il n'est qu'un des groupuscules parmi tant d'autres, jusqu'à 2011. 2011, on est 2 ans après l'arrivée d'Obama au pouvoir à la tête des États-Unis. Il a tellement critiqué l'intervention de Bush en Irak qu'il passe à l'acte et retire les militaires américains à part quelques conseillers des formateurs. La guerre américaine en Irak s'arrête pour l'essentiel en 2011 et vous imaginez évidemment que l'État islamique va en profiter pour grandir un peu plus. Surtout que 2011, c'est une date extrêmement importante. Je la répète parce que vraiment, il faut considérer qu'à partir de 2011, eh bien, un pays voisin va connaître un problème aussi, la Syrie, qui va permettre, je dirais, à la boule de neige de Daesh
de grandir encore plus dans un effet effectivement cybernétique, donc inarrêtable, donc dans lesquels les conséquences rétroagissent sur les causes à l'infini, cette espèce d'engrenage ou effet boule de neige, qui va faire que Daesh, commençant effectivement en Irak, va grossir encore plus donc, du fait de la crise syrienne et revenir en Irak encore plus fort. C'est à peu près ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui. Alors, puisqu'on en parle, je vais maintenant évoquer 2-3 secondes la Syrie. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Syrie avait été donc dirigée par la France. Nous avions favorisé une minorité alaouite dans l'armée. On a le même phénomène qu'en Irak avec une communauté différente. Et je vous avais dit qu'en 70, elle avait pris le pouvoir. Et en 70, eh bien, on a le père de l'actuel dirigeant syrien, Hafez el-Assad, qui, en militaire, en républicain, en laïque, mais aussi en dictateur extrêmement répressif, dirige son pays avec une main de fer, très répressive. Il meurt en 2000, et là, son fils Bachar el-Assad lui succède, avec les mêmes tendances, un peu modernisatrices, mais quand même les mêmes tendances, qui font que la Syrie reste un des États arabes les plus spectaculairement autoritaires au moment où le printemps arabe commence. Alors le printemps arabe, on est en décembre 2010, en Tunisie. Justement, on a le même phénomène. Voilà, un territoire dirigé par un chef d'État, pareil, laïque, autoritaire, républicain, qui s'appelle Ben Ali. On a la même chose avec Moubarak, donc, qui est un des successeurs de Nasser. Et dans ces deux pays, très vite, la population tunisienne et égyptienne obtiennent le renversement de ce dirigeant. Le 15 mars, à la surprise générale de certains, parce qu'on n'attendait pas ça en Syrie, tellement le régime était dur, eh bien le printemps arabe se prolonge en Syrie. Longtemps, il est pacifiste, les Syriens manifestent pour une fin de dictature, et puis, évidemment, au bout de 6 mois, les Syriens vont se radicaliser, avec 2 types de rebelles militarisés, je dirais, si je caricature là encore, ceux qu'on a pu soutenir parce qu'ils nous laissaient espérer l'armée syrienne libre, eh bien qu'ils défendaient une Syrie à l'occidentale. Seulement, on s'est largement contenté de les aider par les mots et moins par les armes. Et puis, là encore, comme en Irak, eh bien, la variante islamiste qui va se radicaliser et en fait, et je pense qu'il faut le dire maintenant, qui va profiter des financements qu'elle reçoit par rapport, je dirais, à l'armée syrienne libre. Donc en clair, 2 types de rebelles, des pro-occidentaux mais pas vraiment soutenus par l'Occident, et des islamistes, des centaines de mouvements islamistes, c'est même pas 3, 4, des dizaines, c'est des centaines, qui eux vont être largement et de plus en plus, on va dire, financés ou indirectement aidés par des forces voisines. Alors là, il faut absolument que j'en dise 2 mots, parce que c'est important à repérer. Vous avez donc dans l'environnement autour de la Syrie, eh bien, ces mouvements, et parmi eux, l'État islamique qui est passé en Syrie en 2011, eh bien, vous avez des pays voisins à la politique extrêmement ambiguë, parmi eux la Turquie, parmi eux l'Arabie Saoudite, parmi eux le Qatar, qui, à certains moments, et dans une duplicité coupable, clairement, eh bien, vont se mettre à financer certains mouvements djihadistes de Syrie. Et si ce n'est pas les pouvoirs officiels en sous-main, eh bien, ce sont des fortunes importantes qui ont intérêt à les financer. Alors, évidemment, à ce stade, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi des pays qui actuellement officiellement sont la coalition anti-Daesh, c'est-à-dire 22 États, pourquoi des États autour de la Syrie et autour de l'Irak ont une politique extrêmement ambiguë par rapport donc, à ces mouvements, je dirais, islamistes? Alors je dirais plusieurs éléments. Le premier, c'est que idéologiquement, ces pays-là sont des pays extrêmement ambigus et pour des raisons que je voudrais vous rappeler. Alors d'abord, le point de départ de la réflexion, c'est que quand même la Turquie est officiellement laïque depuis 1923,
est membre de l'OTAN dans le camp occidental en théorie, et puis l'Arabie Saoudite depuis 1945 est le grand allié des Américains, et puis on s'en est rapproché avec Hollande, hein, qui vend à ce pays-là des armes. Le Qatar, c'est Nicolas Sarkozy qui s'en est rapproché. Donc normalement, ces pays sont avec nous. Seulement, idéologiquement, ils posent des problèmes. Je veux dire que, par exemple, depuis 2002, au pouvoir, la Turquie est dirigée par des islamistes. Alors, tout à l'heure, hein, dans ma liste, certes, modérés, des islamistes qui ne veulent pas la violence pour imposer leur islamisme, mais c'est au nom de la religion que le pouvoir est dirigé. Certes, ils sont arrivés depuis 2002 par une élection. Et depuis, ils ont toutes gagné. Seulement, ce sont des gens qui veulent grignoter, depuis qu'ils sont au pouvoir en 2002, la laïcité turque de 1923, et qui y arrivent, hein, on va dire, et qui idéologiquement ne sont pas complètement éloignés des thèses, des idées que défend Daesh. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont des pays, eux, qui ne sont pas dirigés par la religion officiellement, mais qui sont, au niveau de leurs droits, des pays qui défendent ce que j'ai appelé tout à l'heure un salafisme juridique, c'est-à-dire la charia, c'est-à-dire une version juridique de l'islam originel. Hein, on coupe la main des voleurs, alors même si maintenant les femmes votent au municipal en Arabie Saoudite, donc elles ne peuvent pas voyager toutes seules, hein, sans autorisation, pareil pour le travail, elles ne conduisent pas de voiture. Une charia effectivement dure est appliquée. Or donc, vous avez toute une série de Saoudiens qui, idéologiquement, ne sont pas si loin de certaines thèses, évidemment, défendues par Daesh. Ça, je dirais que c'est la première raison. L'autre raison, c'est qu'évidemment, ces pays-là ont un intérêt économique de profiter de Daesh. Hein. Vous avez peut-être vu ces reportages, ces documentaires qui parlent du trafic de drogue, qui termine sa route en Arabie Saoudite, donc pour certains cas, et en tout cas les réseaux turcs qui profitent de l'économie Daesh, sur laquelle je reviendrai dans 2 secondes. Donc, j'ai entendu qu'il y a une grande polémique entre la Russie et la Turquie récemment, que le fils du dirigeant turc depuis 2002, en fait, hein, actuellement président Erdogan, si je reprononce à la française, était mêlé à ces trafics. Donc, on a des raisons bêtes et méchantes, hein, je dirais d'utiliser Daesh à des fins économiques, hein, sachant qu'on achète par exemple du pétrole qui est moins cher que le marché. Vous avez aussi des raisons liées au fait que, à terme, ces 3 pays savent bien que Daesh est un danger, mais ils se disent, à terme, c'est dans longtemps, on va pouvoir gérer la situation, et à court terme, en revanche, ils sont intéressants contre des ennemis plus importants à nos yeux. Par exemple, et bien plus important aux yeux des Kurdes, à court terme, l'ennemi kurde. Il est clair qu'aux yeux des Turcs, l'importance de Daesh permet de prévenir l'existence à craindre dans le futur d'un État kurde ou d'un État kurde en Syrie ou en Irak qui pourrait donner de mauvaises idées aux Kurdes turcs. Donc il est clair que Daesh permet de tenir en respect les Kurdes et que c'est intéressant à leurs yeux. J'ajoute que les Saoudiens ont exactement le même raisonnement par rapport aux chiites. Il est clair que de leur point de vue, c'est moins Daesh le danger qui, après tout, est un État sunnite, que les chiites, en tant que grand pays gardien du temple, si je puis dire, sunnite, puisque la Mecque et Médine, 2 premiers lieux de l'islam, sont situés en Arabie Saoudite. Et qu'on a donc effectivement, en clair, un pays qui a intérêt à maintenir ou laisser maintenir Daesh à court terme, parce que ça fait contrepoids à la menace du sud irakien chiite, évidemment, de l'Iran derrière, qui, avec la menace chiite, est aussi une menace perse par rapport au monde arabe. Si on va plus loin, on pourra même dire que dans un contexte électoral, Erdogan avait intérêt à laisser comme ça planer une insécurité, sachant qu'il savait bien que son autoritarisme sécuritaire allait en profiter. Hein. Il a gagné de façon écrasante l'élection le 1er novembre, alors qu'on ne le donnait pas forcément gagnant. À l'arrivée, on voit donc toute une série d'acteurs autour de la situation que je suis en train de vous présenter, qui ont une entité ambiguë, et évidemment, je ne vous ai pas évoqué aussi les Turcs qui laissent passer depuis trop longtemps les djihadistes, notamment d'Occident, au point que certains disent qu'ils sont maintenant 30 000 ayant pu rejoindre Daesh, hein, notamment par l'espace turc. Alors, tout ça a grandi en 2013, en 2014, et moi, ça fait longtemps que j'entends parler de Daesh, hein, mais vraiment comme un mouvement parmi d'autres. Mais en 2014, là, tout le monde était surpris parce qu'ils ont donné l'impression de dévorer tout le monde. En fait, longtemps, on a entendu que Daesh faisait la guerre aux autres mouvements islamistes. On avait l'impression qu'ils se faisaient la guerre entre eux plus que par rapport à Bachar al-Assad. Et on voit bien l'enjeu maintenant. C'est qu'en 2014, hein, à peu d'exceptions près, Daesh a donné l'impression, effectivement, d'avoir
établi une sorte d'OPA sur l'islamisme djihadiste en Syrie et en Irak, au point de se constituer en quelques mois un territoire gigantissime. Hein, ça a été jusqu'à la moitié de la Syrie, disent certains, un tiers de l'Irak. C'est grand comme la Grande-Bretagne. Donc peut-être qu'ils ont sous leur domination l'équivalent de 10 millions de personnes. Il faut bien considérer qu'à bien des égards, ces gens qui vivent avec eux soit adhèrent à leur thèse, soit ne peuvent pas faire autrement parce que c'est extrêmement dur, soit ont considéré que Daesh, à tout prendre, était mieux que ce qu'ils subissaient avant parce qu'ils les ont pris pour des sortes de libérateurs. En clair, par rapport à la carte de Sykes-Picot, qui était une carte artificielle mêlant des religions et des cultures dans des mêmes États, eh bien, Daesh permet de laisser espérer aux Arabes sunnites de la région de former un État d'Arabes sunnites, pouvant effectivement se libérer de l'oppression en Syrie des Alaouites et se libérer de l'oppression, on va dire, des chiites avec les Américains en Irak. Et il est clair qu'une des raisons de la force de Daesh, c'est la cohérence, effectivement, territoriale de cet État, je vais l'appeler ainsi par communauté de langage, enfin facilité de langage, c'est-à-dire que, en gros, oui, c'est l'État arabe sunnite de la région qui est en train de reconstituer, au moins de ce point de vue-là, une cohérence. Alors pourquoi il est cohérent aussi? Parce que, alors que Al-Qaïda était hors sol, mouvement virtuel, eh bien là, il y a vraiment désarmement comme jamais un mouvement islamiste n'a eu, récupéré sur les combattants syriens et les combattants irakiens, des armes russes, des armes américaines. On a une économie, encore une fois, hein, alors qui s'appuie sur le trafic de pétrole, qui s'appuie sur le trafic d'œuvres antiques, sur le trafic de coton, de phosphate. Enfin, vous avez tous entendu cela. Hein. Certains disent que le budget annuel, c'est 2500 milliards d'euros. Donc, c'est un État gigantissime. Certes, auquel on fait mal par les bombardements en ce moment, mais qui continue à avoir effectivement cette organisation, d'autant qu'ils ont eu la souplesse de confier les rouages du pouvoir militaire et économique, soit à des chefs de tribus sunnites qui avaient justement été dépossédés de leur pouvoir par les Alaouites ou les chiites depuis trop longtemps, soit à d'anciens membres en Irak, par exemple, de l'administration donc baathiste de Saddam Hussein, qui se sont reconvertis dans Daesh. Et vous avez effectivement des anciens généraux militaires de Saddam Hussein qui sont maintenant des militaires au service de Daesh, qui soit parce qu'ils se sont radicalisés, soit parce qu'ils se disent à tout prendre, c'est la meilleure façon de faire vivre ma famille, eh bien, se mettent au service de l'État et, avec ce choix-là, mettent leurs compétences au service de Daesh. Hein, vous l'avez peut-être entendu aussi, au niveau chimique. Il paraîtrait que Daesh a récupéré donc, certaines armes chimiques. Bon, difficile à transporter chez nous, paraît-il, mais évidemment, il profite des compétences donc avait l'ancien régime de Saddam dans la région. Alors, ça a été une avancée foudroyante, une technique de guerre effrayante qui fait que, par exemple, Mossoul a été prise, il y avait 2 millions de personnes donc sans combattre. Donc en 2014, vous avez donc depuis le 29 juin le chef depuis 2010 de Daesh, donc l'État islamique qui s'est proclamé calife, ce qui indique bien sa prétention de se positionner comme successeur du prophète. Et le plein sens du mot État islamique, c'est d'inviter les musulmans à penser que c'est l'État non pas seulement des Irakiens, des Syriens, Arabes, Sunnites, mais tous les musulmans. D'où l'appel à les rejoindre, donc lancé par Daesh, et d'où effectivement l'impression que donne l'organisation étatique, on va dire, eh bien de prolonger jusqu'à chez nous ce combat qui, dans leur esprit, est un combat universel. Pour l'islam, disent-ils, en tout cas de notre point de vue, pour leur vision de l'islam. Alors évidemment, ça a été inarrêtable un temps. On a bien cru que les Kurdes allaient être débordés. On a vu Bachar al-Assad reculer lui également, malgré l'aide russe. On y reviendra. Et puis on a vu aussi les chiites reculer. Et c'est à ce moment-là que l'Occident est intervenu. Alors, je rappelle quand même le contexte. La France et l'Amérique sont intervenus en 1991, lors de la guerre du Golfe, alors que la guerre semblait claire, elle menaçait le droit international, ou elle le rétablissait plutôt, hein, Saddam Hussein le menaçait. Bush fils a assumé la guerre en 2003 par la France. Donc cette guerre était une guerre solitaire, mais elle a été arrêtée par Obama en 2011.
Donc, en 2013, alors que Bachar al-Assad est fortement critiqué par les Français et les Américains, et que Obama a dit il y a une ligne rouge, si Bachar al-Assad utilise l'arme chimique, eh bien, nous interviendrons. Eh bien, Obama, pris au piège de sa déclaration, se sent obligé de faire quelque chose qui enchante Hollande, et nous sommes à quelques heures d'une intervention à la fin de l'été 2013. Sauf qu'au dernier moment, dans une atmosphère générale dominée par, je dirais, une multiplication des guerres, notamment celle en Libye avant, une régression des budgets militaires, consécutif à la crise, une impopularité d'une guerre en Syrie après le syndrome irakien, eh bien, Obama, non suivi par le Congrès, et Hollande est obligé de suivre Obama, ont choisi de ne pas intervenir contre Bachar. Voilà pourquoi la guerre a duré, on est à plus de 250 000 morts. Seulement, dès lors qu'on a vu Daesh, on va dire, avancer aussi vite, en 2014, malgré ce qu'il avait dit de George Bush, eh bien, Obama a considéré qu'il fallait peut-être remettre en question les positions arrêtées. Bon, partiellement parce qu'il a refusé l'attaque au sol, mais il a commencé depuis août 2014 à bombarder les positions Daesh. Hollande en a profité en septembre pour accepter de faire pareil, mais au début, lui, seulement en Irak, parce qu'il ne voulait pas favoriser Daesh par ses bombardements, et il voulait une résolution onusienne qu'il n'avait pas. En Syrie, parce qu'à l'ONU, la Syrie, qui est soutenue par la Russie, faisait barrage. Peut-être que vous le savez tous, la Syrie est un vieil allié justement du républicanisme baathiste syrien depuis la guerre froide. Donc la Russie vend des armes à ce régime-là. La Russie, en zone alawite, a un port où ses bateaux peuvent séjourner, ce qui lui donne un moyen d'avoir accès à la Méditerranée, le port de Tartous. C'est la région alawite qui est justement donc au bord de la Méditerranée. Et voilà pourquoi la Russie a soutenu Bachar al-Assad jusqu'au bout, et voilà pourquoi l'intervention était aussi difficile. Mais contre Daesh, on l'a assumé par les bombardements, et donc la France, depuis septembre 2015, avait accepté de bombarder aussi la Syrie. Et vous avez compris qu'après tout maintenant, si nous avons été touchés donc, le 13 novembre 2015, c'est d'abord parce qu'aux yeux de Daesh, nous apparaissons comme le pays en première ligne contre eux, de peut-être un pays plus facile à toucher que l'Amérique, parce que beaucoup moins loin est perçu comme maillon faible, aussi parce qu'on a un symbole insupportable à leurs yeux, donc cette France de la laïcité, de la diversité, c'est vraiment le contre-modèle. D'ailleurs, à cet égard, c'est peut-être pas innocent que les quartiers les plus, on va dire, ouverts, culturellement, aient été frappés, et donc d'ailleurs on a bien vu les visages des victimes, justement, qui n'avaient pas de couleur et de religion. Tout ça explique qu'on soit frappé. Alors, dès lors qu'on en est là, se pose la question des solutions. Alors, on a dit, les solutions, elles sont sociologiques, elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont juridiques, elles sont tout ce que j'ai dit au début. Elles sont aussi à partir d'une vraie réflexion sur, encore une fois, l'islam, son rapport avec l'islamisme. On aura peut-être l'occasion d'en parler ou d'en reparler si vous avez des questions, mais si là je m'en tiens aux aspects géopolitiques, quelles sont les solutions? Alors avant d'ailleurs de les lister, j'espère que vous comprenez bien mon souci. Non seulement je pense idiot de dire que le problème n'est qu'un problème géopolitique, n'est qu'un problème franco-français, n'est qu'un problème islamiste, n'est qu'un problème juridique ou sécuritaire, mais je trouve aussi idiot les gens, ou les positions en tout cas des gens qui disent que si on analyse que les responsabilités sont géopolitiques, elles seraient forcément occidentales ou forcément moyen-orientales. Vous avez peut-être face à vous eu des gens qui ont dit tout ça c'est la faute à l'Occident. La France et sa Explico qui crée des États ingouvernables, l'Amérique qui ouvre la boîte de Pandore en 2003. Certes, l'Occident a jeté, et plus que jeté, de l'huile sur le feu. Mais il faut, dans la foulée aussi, préciser que le monde arabe est largement aussi responsable d'avoir une difficulté absolue avec la démocratie. C'est clair qu'avant le printemps arabe, c'est plus compliqué, et ça le reste compliqué. Et on pourrait ajouter, oui, le monde arabe et au-delà musulman a, de façon moderne, si souvent eu des difficultés pour gérer autrement que par la violence ces minorités. Et si on est un peu ouvert dans l'analyse, on verra des responsabilités en Occident et locales. Il est clair qu'il est artificiel que de voir que les unes ou que les autres. Alors, justement, je pense que je raisonne un peu pareil au niveau des solutions. Il n'y en a aucune d'idéale.
La première solution, d'ailleurs, finalement, c'est celle qui consiste à dire on est là-bas alors que ce ne sont pas nos guerres. C'est ce que dit Michel Onfray, je dirais à l'extrême gauche. C'est ce que dit l'extrême droite. Hein, vous avez peut-être entendu ces gens dire oui, après le 11 septembre en Afghanistan, on a tué plus de gens que dans les Twin Towers. Et si les victimes ont le même poids moral où qu'elles soient, ça n'est pas normal. Et je dirais, si on est au niveau de l'explication, on peut comprendre que certains soient radicalisés face à ces débordements. Et d'ailleurs, d'autres sur les réseaux sociaux disant oui, ces bombardements que l'on est en train d'accepter de faire, forcément, techniquement, tuent des innocents. Est-ce qu'on s'en préoccupe? À quel degré? Comment on fait pour les éviter? Est-ce que ça va nous dissuader? On pourrait avoir par rapport à ça, là aussi, une discussion citoyenne. Donc, première solution, partir. Bon, elle n'est pas défendue par la majorité de Français. La deuxième solution, c'est d'assumer ce que fait Hollande, c'est-à-dire bombarder les positions de Daesh, et je dirais pour l'instant se contenter de bombarder. Ce qu'a réussi à faire Hollande, c'est non seulement de le faire de façon plus, je dirais, systématique que c'était fait avant, avec, vous l'avez peut-être entendu, vraiment des dégâts matériels qui sont occasionnés vraiment à Daesh, notamment logistiques. Il est clair qu'il exporte beaucoup moins son pétrole maintenant qu'il y a ces destructions systématiques de camions-citernes, pour ne parler que de ça, ou des raffineries. Le tour de force de Hollande, c'est d'avoir réussi, je dirais, à revenir en arrière par rapport, je dirais, à la Russie. Il a dit, à terme, je ne veux pas de Bachar al-Assad, parce qu'on ne peut pas imaginer une Syrie stable. Si Bachar al-Assad, vu ce qu'il a fait, et il est à l'origine de bien plus de morts que Daesh à ce jour, il est bien plus responsable des 250 000 morts que Daesh, il ne faut pas se tromper d'analyse. À moyen et long terme, on ne peut pas imaginer une Syrie stable si ce gars si minoritaire, 13% d'Alaouites, et si meurtrier, reste au pouvoir. Donc Hollande est resté avec Fabius ferme sur ses principes, mais à court terme, il est d'accord avec effectivement la Russie pour donc considérer qu'il n'est pas l'urgence numéro 1. Ça tombe bien, je pense que les Russes ne vont pas s'accrocher à Bachar éternellement, même s'ils vont s'accrocher sans doute au clan alaouite. Moi, j'ai dans l'idée que même s'ils sacrifient un jour toute la Syrie, ce qu'ils vont essayer de protéger, c'est au moins leur port de Tartous et donc la protection des alaouites, avec peut-être une division en plusieurs morceaux, au moins en deux, la Syrie. Mais en tout cas, l'autre grande vraiment souplesse dont a été capable Hollande, c'est alors qu'il avait fait de Poutine et la Russie un ennemi parce qu'ils aidaient son ennemi local, Bachar al-Assad, un allié. Donc les Russes, sérieusement maintenant, ne se contentant plus de bombarder dans les faubourgs de Damas et de la région alaouite, les résistants les plus laïcisants, mais bombardant sérieusement Daesh, s'est mis à faire le travail avec la France. Le tour de force de Hollande, c'est d'avoir réussi à convaincre l'Amérique d'y aller ou d'y retourner de façon plus motivée que depuis quelques mois. Par ailleurs, de convaincre les Allemands d'envoyer quelques forces, les Britanniques d'y aller aussi. Seulement, ce que Hollande, pour l'instant, n'a pas réussi à faire, et on voit mal comment il pourrait le faire, c'est de convaincre complètement la Turquie de jouer le jeu. Et il est clair que la destruction par les Turcs d'un avion russe n'a pas favorisé ce projet de grande coalition. La France n'a pas réussi à convaincre complètement l'Arabie Saoudite et le Qatar, effectivement, d'être vraiment ferme. Et je dirais fermé par rapport à Daesh, c'est-à-dire étouffant Daesh, ne lui permettant pas de respirer par ce qui se passe en dehors de son territoire. Et en cela, on peut parler d'un échec, mais les enjeux que j'ai rappelés tout à l'heure sont considérables et extrêmement complexes. Peut-être qu'on y reviendra s'il y a quelques questions. Bon, mais ça, à mon avis, c'est difficile. En tout cas, à ce stade de la réflexion, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on peut gagner une guerre contre Daesh, militaire, sans attaque au sol. Or, la réponse qu'on peut faire rapidement, sans être tout à fait expert ici, en écoutant tous ceux qui en parlent ou écrivent dessus, c'est que non. A priori, on va leur faire un sacré mal, mais on ne parviendra pas effectivement à gagner d'ailleurs une guerre asymétrique qui est ingagnable. Il restera toujours de quoi sous la carapace, sachant que d'ailleurs le djihadisme, finalement, on le produit chez nous, de quoi nous faire mal, d'où ma réflexion sur le risque zéro, impossible dans l'absolu. Mais même sur le terrain militaire, il semble difficile de gagner en se contentant de bombardements. D'où le fait que certains risquent l'hypothèse que la seule façon d'y arriver, c'est d'aller au sol. Alors moi, j'ai entendu certains militaires dire, oui, il faudrait 10 à 20 fois plus qu'on a envoyé au Mali,
qu'après tout on est expert de ce genre de guerre et que malgré l'enlisement des Américains en Irak, bon, si on était plusieurs à mettre des moyens, bon, mais pour l'instant visiblement c'est pas d'actualité, ni l'Amérique ni la France ne veut accepter les attaques au sol. Le plan B par rapport à cela, c'est de faire confiance à ceux qui sont déjà sur place, la Russie, qui a déjà, semble-t-il, envoyé pas mal de militaires, ou plus fondamentalement de faire confiance aux acteurs locaux. Alors évidemment, je ne pense pas que les Occidentaux vont accepter les Alaouites, si je puis dire, donc les troupes de Bachar. Certes, on s'est rapproché de lui, mais pas au point de faire la guerre avec lui. L'autre possibilité, ce sont les chiites irakiens, mais qui n'ont pas des traditions combattantes aussi impressionnantes qu'on aurait espéré malgré la formation américaine. On peut imaginer les Iraniens pas loin, quoique c'est toujours un problème malgré le rapprochement à propos de la question nucléaire avec eux, toujours un problème que de laisser justement les Iraniens s'introduire trop loin en Irak. L'autre possibilité, ce sont les troupes du Kurdistan, que tout le monde présente comme les plus fortes de toutes, à condition de mieux les armer, ce qu'on est en train de faire, mais bon, est-ce que les Kurdes seront aussi motivés pour combattre dès lors qu'ils ne seront plus dans leur montagne? Dès lors qu'il faudra combattre Daesh, on va dire plus loin, au-delà de leur territoire naturel. Or là, évidemment, il y a un vrai questionnement. La conclusion de tout le monde, c'est que si on veut espérer qu'une attaque au sol donne l'impression à ceux qui subissent Daesh d'être des troupes de libération, eh bien, il faudrait que ces troupes-là soient de la même origine que la population sous Daesh. Donc, je le redis, arabes sunnites. Or, des populations combattantes arabes sunnites dans la région, les Alaouites, c'est pas bon, les chiites, c'est pas bon, les Kurdes, c'est pas bon, ils sont sunnites mais pas arabes, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arabes sunnites volontaires pour faire la guerre au sol. Ça pourrait être l'Arabie Saoudite, ça pourrait être le Qatar. Il n'y en a pas. Et donc, à l'arrivée, je reviens à ma conclusion, en tout cas une conclusion provisoire de tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de solution militaire parfaite. Et pour l'instant, il est clair que tous ceux qui ont à en parler ont dit cette guerre, il est difficile de ne pas la mener, aussi sur le terrain militaire, tout en sachant que, vu comment on l'a engagée, eh bien, elle va être super longue. Et je pense que c'est le plein sens de l'expression de Hollande. Nous sommes en guerre, je pense qu'il a repris des accents churchilliens. En gros, il signifiait n'ayez plus d'illusions, ne jouez plus les surpris, je n'annonce pas du bonheur, j'annonce du sang, des larmes, de la sueur, c'est-à-dire une difficulté qui va être durable. Et il est clair que, puisqu'on assume en gros cette guerre-là, et que si j'ai bien compris les sondages, le pouvoir actuel n'est pas le seul à l'assumer, oui, on va continuer de cibler, entre autres, nous les Français. Et donc, il se peut, bon, même si pour revenir à la sécurité, mes amis qui travaillent dans les services secrets me disent « mais tu n'imagines pas le travail fondamental qu'on fait en amont, et à quel point nous avons déjà déjoué pas mal de tentatives, il faut de ce point de vue-là, je pense, est plutôt fier du travail qui est accompli plutôt qu'inquiet. Je pense qu'à la fois au niveau préparatoire, malgré les failles, et on n'est jamais parfait, mais je pense qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises. Bon, on a beaucoup entendu les uns les autres, le juge Trévidic, dire qu'en situation, ceux que j'ai eu en cours sur le Rwanda, peut-être que vous avez mis un visage sur ce juge que j'avais pas mal popularisé à propos du Rwanda, donc, que vous avez découvert comme longtemps juge antiterroriste. C'est l'un de ceux qui était le plus intelligent sur les plateaux que j'ai trouvé, un de ceux qui manifestait la plus grande connaissance de l'islam. C'est un autre coup de colère que j'ai eu depuis quelques semaines, le nombre de gens politiques ou experts, du moins militaires, qui étaient si peu capables de définir les termes, salafisme, djihadisme, islamisme, alors qu'il s'étripait sur ce sujet-là. Lui, au moins, on sentait que, vu les concepts qu'il envoyait, qu'il avait une vraie connaissance et une vision complexe, et des causes, des problèmes et des solutions qui n'étaient pas caricaturales. Justement, qui balayaient les différents paramètres que j'essayais avec vous de préciser. Alors voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. J'ai l'impression consciente de ne pas avoir été complet. Maintenant, je pense que c'est l'occasion, si c'est le cas, et on ne l'est jamais, d'y revenir encore une fois par des questions. Juste pour terminer, ce que j'ai eu parmi vous en cours, je vous l'avais dit, il y a un truc qui est clair à la fin, c'est que cette guerre que nous mène Daesh, elle est ingagnable pour eux. Ils ne nous changeront pas. Ils ont voulu toucher ce qu'on a peut-être de plus beau. J'ai parlé de diversité, j'ai parlé de cet art de vivre qui était de façon très émouvante, bien présenté. Peut-être que vous avez lu sur le net ces articles britanniques ou américains qui disaient « Vous déclarez la guerre culturelle à la France, bon courage les amis, vous n'êtes pas prêts de les vaincre sur ces terrains-là ». Et moi j'ai eu en cours une étudiante américaine il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais
à tout prendre. Quand on fait le bilan, ce qui est très impressionnant dans votre pays, c'est sa culture. Vous êtes un peuple de culture, alors que même vous ne vous en apercevez pas tout le temps. Et justement, ce que j'ai admiré, c'est le courage de cette culture. Ces gens qui se mettaient à ressortir et qui se mettaient à ne pas renoncer à ce qu'ils étaient, pour l'essentiel, on peut l'espérer, à ne pas céder à ces amalgames par rapport à l'islam. Je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais le 11e arrondissement a voté à 7% pour le Front National au premier tour. Le 11e arrondissement, qui a subi les événements que vous savez, a voté Front National à 7%. Je trouvais intéressant la stat, parce que oui, certains ont risqué l'amalgame, mais pas au cœur de l'endroit ayant subi ces attentats. Bon, je pense qu'ils ne nous changeront pas. La guerre, ils ne la gagneront jamais. Enfin, il ne faut jamais oublier qu'ils ont des moyens dérisoires par rapport à ceux d'État, on va dire, surpuissants. Et puis, que penser de la force d'une idéologie qui utilise pour nous combattre finalement nos moyens de communication et nos moyens militaires. Ils seraient incapables de les produire eux-mêmes. D'abord parce qu'ils sont en rejet de la société qui les fabriquerait, donc il y a là une contradiction majeure. Et puis surtout, à l'échelle du monde musulman, cette guerre culturelle qu'ils mènent pour effectivement, n'oublions jamais que les premières victimes de Daesh et d'Al-Qaïda avant sont les musulmans eux-mêmes. La ligne de fracture est entre ceux qui défendent un État islam et l'autre. L'immense majorité, ce qu'on peut appeler l'islam modéré, quitte à risquer la redondance entre les deux termes. Je ne vais pas répéter que pour moi, un musulman sunnite est quelqu'un qui interdit à n'importe quel musulman d'imposer à un autre son interprétation par la force, et techniquement ça veut dire que quiconque le fait, par exemple Daesh, sort de l'islam sans autre forme de procès, tellement ça s'éloigne théologiquement. Et bien cette guerre-là, culturelle, idéologique, que Daesh mène dans le monde musulman, elle est elle aussi perdue d'avance. Il est clair que inéluctablement ce monde-là va aller, ça prendra le temps que ça prendra, vers une modernisation. Tous les chiffres que n'importe quel sociologue, politique, économique mesure pour analyser ça, eh bien le disent. Je vous avais dit peut-être en cours que si on prend la démographie, lorsque plus de 50% de femmes dans un pays, plus de 50% des femmes qui ont entre 18 et 22 ans sont alphabétisées, eh bien elles font moins d'enfants. Je veux dire que techniquement, dès lors qu'on éduque les gens ici, là-bas, eh bien, même si on va constater dans cette analyse que parfois les volontaires pour aller voir Daesh appartiennent aux classes moyennes, dès lors qu'on est éduqué, en moyenne, effectivement, eh bien, on se dirige moins, et on est moins sensible à cette thèse-là. Il y a des, je dirais, exceptions, j'allais dire qui confirment la règle, qui me font conclure qu'il n'y a pas que ces raisons-là qui peuvent pousser vers le djihadisme. Il y a aussi des raisons idéologiques. Vous voyez, par exemple, moi j'ai vu des plateaux où les gens disaient, regardez, voilà, on ne peut pas dire que c'est la paupérisation qui fait que dans certains quartiers, on a envie d'aller s'engager vers Daesh, puisque dans certains cas, ce sont des gens issus des classes moyennes qui vont s'engager. Comme si une cause pouvait annuler l'autre. Comme si on n'avait pas l'esprit complexe d'additionner 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et oui, il y a 17 causes qui expliquent notamment la raison qu'on a ici ou ailleurs d'aller et une des causes, c'est effectivement l'adolescent rebelle, qui, depuis tout le temps, notamment les années 60, veut s'opposer, cherche une place, cherche un sens à sa vie, se fait avoir par ce prêt-à-penser facile. Vous avez, pour expliquer tout ce qu'on a vécu là-bas et ici, je pense, toute une série de paramètres, et plus on appauvrit l'explication, moins on comprend ce qui s'est passé, et donc finalement, si je puis terminer par quelque chose de constructif, je voudrais vous appeler, malgré le drame qu'on a vécu et peut-être la tentation qu'on a d'aller vers les simplifications, pour la compréhension et je dirais les réponses, je vous inciterai à ne pas renoncer complètement à la complexité. Voilà, des choses. J'espère que pour l'essentiel, certains ont mieux compris ce que vous étiez en train de vivre.